Certainement avez-vous pris connaissance des travaux de recherche qui ont été faits sur les messages et la mémoire de l'eau. Par ces travaux, nous aurons tous pu constater qu'il était possible de programmer l'information que l'eau pouvait contenir, selon différentes pensées bien précises qui lui étaient communiquées intentionnellement. Partant de ces constats dorénavant indéniables, ne peut-on pas tout naturellement en déduire que le sang, qui est constitué en majeure partie d'eau, est lui aussi en capacité de contenir l'information des pensées qui nous traversent et nous habitent au quotidien, les nôtres, ainsi que celles qui proviennent de l'extérieur et qui nous impactent plus ou moins selon leur intensité et leur récurrence. Et cela ne peut que nous interroger non seulement sur les conséquences que peuvent avoir toutes ces sortes de pensées sur le développement de notre évolution, mais également sur les dispositions qui sont à prendre pour ne pas se retrouver littéralement empoisonnés ou tout du moins altérés par elles de façon plus ou moins insidieuse. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'avant même de contenir l'information de toutes ces pensées quotidiennes, intérieures et extérieures, qu'avant même d'être fortement influencé principalement par l'information maternelle durant la grossesse, et même après, durant la période d'allaitement, puisque le lait contient lui aussi de l'information, notre sang porte avant tout l'information originelle de notre essence profonde. C'est même lui qui fait le lien entre notre essence divine originelle et le monde de la matérialité lors de notre incarnation. Et c'est en premier lieu notre information originelle qui, dès le départ, donne non seulement une signature à notre personnalité, mais aussi une définition à la matérialité de notre corps. Et c'est même elle qui dessine les grands axes de notre expérience de vie. Ajoutons à cette équation un élément crucial, puisque le fait est que bien souvent, cette signature, cette définition et cette expérience de vie en viennent pourtant à montrer des signes d'imperfection, plus ou moins prononcés, lors de notre manifestation terrestre. Cela s'explique par le fait qu'avant de s'exprimer ici-bas, dans la troisième dimension, notre conscience d'unité se projette et chemine à travers une quatrième dimension fort perturbée qui altère l'information originelle divinement parfaite. C'est ni plus ni moins la perturbation de cette projection initiale qui est la cause de tous nos dysfonctionnements constatés ici-bas. Des dysfonctionnements qui préexistent donc dans cette quatrième dimension, principale génératrice de dualité, d'errance et même d'inversion. Car c'est précisément au sein de cette dimension astrale que commence ce que l'on appelle l'illusion. L'illusion est due à un défaut de perception dans l'astral qui finit par se concrétiser jusque dans la troisième dimension. Et ce que l'on appelle la chute, c'est ni plus ni moins la confusion qui résulte de l'altération de cette perception. C'est à cause d'une perturbation rencontrée dans l'astral qu'on ne parvient plus à exprimer son image réelle et parfaite, celle que l'on avait au départ projetée depuis une saine dimension d'unité. Si notre sang et donc notre corps entier ont pu contenir cette information originelle parfaite ici-bas à notre arrivée, nul doute qu'elle y est encore bien présente, et ce malgré un fort conditionnement, malgré un inlassable enfouissement sous des couches et des couches d'informations illusoires et corrompues. Comprenant cela, n'est-il pas évident que la priorité qui s'impose alors est d'aller retrouver cette information originelle en soi, pour enfin lui redonner les moyens de s'exprimer pleinement? Et comprenons que le fait d'aller chercher et de retrouver cette information originelle, cela dépasse de loin les notions folkloriques de religiosité et de spiritualité. C'est tout simplement le retour à soi dans toute sa réalité et dans toute sa vérité originelle qui est à accomplir. Rien de plus. Et ce faisant, la matérialité ne peut qu'en être pleinement transcendée, non seulement dans son corps à soi, mais aussi tout autour de soi. Raison de plus pour laquelle rester sur un territoire est déterminant lorsque l'on atteint une conscience souveraine et intègre. Non seulement cette présence protège un territoire, mais elle le transcende, lentement mais sûrement.
Et la bonne nouvelle, c'est que ce phénomène tend à s'accélérer et à prendre de l'ampleur, et ce, à chaque fois qu'un être de plus se révèle et fait valoir son absolue légitimité, ainsi que ses droits divins fondamentaux. Et c'est ce qui fait alors naturellement barrage au désir d'ingérence et de soumission de ceux que l'on appellera affectueusement, pour des raisons sournoises et venimeuses, les serpents de la matrice. Ceux-là même qui voudraient tant affaiblir cette si précieuse information souveraine et sacrée en l'humain, jusqu'à l'anéantir entièrement si possible, et ce, pour parvenir à occuper victorieusement une place exclusive sur la surface de la Terre. Et cette victoire, à compter qu'elle puisse seulement être possible, leur laisserait alors croire que la légitimité existentielle leur serait entièrement acquise. Un semblant de légitimité qui leur procurerait le droit total de disposer de l'humain comme ils l'entendraient. Chacun peut mesurer cette tendance déjà fort visible depuis des années. Et il y a juste à comprendre que tous les moyens seront employés par ces serpents pour que cette tendance puisse enfin devenir une norme établie et indiscutable, et ce, aussi longtemps que nous leur laisserons gagner du terrain, par manque de conscience, mais aussi en se voilant la face dans le maintien du déni, face à cette diabolique stratégie d'ores et déjà à l'œuvre. Et la finalité de ce sombre projet n'est autre que l'instauration de l'esclavage généralisé, grâce au ravissement et à la capitulation de la majeure partie de l'humanité, ce qui la plongerait littéralement en enfer. N'est-ce pas déjà la pente glissante qu'elle semble emprunter à vue d'œil ?